Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un contrôle de classe de première qui porte sur deux chapitres. Ça porte sur les probabilités conditionnelles et indépendance, voilà. Et ça porte aussi sur le début du chapitre sur les suites, donc suite géométrique, suite arithmétique, sens de variation d'une suite, etc. Alors attention, il y a 4 exercices. Dans le 3e exercice, j'ai modifié un tout petit peu la version entre ce que vous avez dans le sujet en lien et la version que vous verrez affichée sur l'iPad quand je suis en train de me filmer. C'était histoire de simplifier un petit peu les choses en donnant un résultat de calcul intermédiaire. C'est dans l'exercice 3, vous en apercevrez en regardant cette vidéo. On y va! Alors, dans ce premier exercice, on vous dit dans une école de statistiques et après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons. 10% des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60% d'entre eux sont finalement admis à l'école. Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle ils sont admis à l'école ou non. Ensuite, on continue en disant la proportion de candidats admis à l'école est de 0,24. On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera. Donc D, ce sera l'événement le candidat a été sélectionné sur dossier. Ensuite, A, c'est l'événement le candidat a été admis à l'école. D bar et A bar sont les événements contraires des événements D et A respectivement. Première question, traduire la situation par un arbre pondéré que nous pourrons compléter au cours de l'exercice. Alors, ce qu'on nous a expliqué, c'était que le recrutement se passait de deux manières. On présente un dossier, soit le dossier est accepté, événement D, soit le dossier n'est pas accepté. Si jamais, donc alors on nous dit 10% des candidats sont sélectionnés sur dossier. Donc ici, j'ai 10%, c'est-à-dire 0,1, ce qui veut dire que 90% des candidats ne sont pas sélectionnés sur dossier. Ceux qui sont sélectionnés sur dossier, ce n'est pas fini pour eux, ils ne sont pas admis tout de suite. On me dit que ces candidats doivent ensuite passer un oral. Donc, ils passent un oral à l'issue duquel ils sont admis ou pas. Hop. On nous dit qu'il y a 60 d'entre eux qui sont admis à l'école, 60%, pardon. Donc, ça fait 0,6 et ici 0,4. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés sur dossier, on nous dit qu'il y a du coup, eux, ils passent une épreuve écrite. Pour l'épreuve écrite, ils peuvent être admis après l'épreuve écrite ou ils peuvent ne pas être admis. Alors le problème, c'est qu'on ne nous dit pas la probabilité qu'un candidat a d'être admis, sachant qu'il avait dû passer un écrit. Donc voilà pour l'arbre. Et comme je ne peux pas compléter ici et ici, c'est pour ça qu'on me dit que l'arbre pourra être complété au cours de l'exercice. Alors ça nous amène à la deuxième question. La deuxième question nous dit calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école. Alors je me suis fait l'arbre en petit ici sur le côté pour l'avoir toujours sous les yeux. Donc on m'a dit quelle est la probabilité que le candidat ait été sélectionné sur dossier. Donc probabilité de l'événement D inter l'événement A, puisqu'on veut aussi qu'il soit admis. Donc en fait, c'est la probabilité de l'événement qu'on réalise en suivant cette branche de l'arbre. Donc il va falloir que je multiplie les probabilités qui se trouvent sur cette branche. Donc ça va donner P de l'événement D fois P de l'événement A. Attention, c'est l'événement A, sachant que D était réalisé. Donc, il faut absolument mettre le sachant D ici. Ce qui nous donne 0,1 fois 0,6, ce qui est égal à 0,06. On peut donc faire une petite phrase de conclusion qui dit que la probabilité que le candidat n'ait pas été sélectionné sur dossier, que la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est de 0,06. Alors pour la question 3, on a la question 3A qui est calculer la probabilité que le candidat n'ait pas été sélectionné sur dossier et soit admis à l'école. Donc en réalité, on est en train de me demander la probabilité de l'événement D bar inter A. Alors le problème, c'est que je ne peux pas faire comme dans la question 2, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je vais multiplier les probabilités qui se trouvent sur la branche puisque je ne connais pas la probabilité qui va ici. Donc il va falloir que je m'en sorte autrement.
Il y a une phrase dans l'énoncé que je n'avais pas encore utilisée. On m'a dit dans l'énoncé, la proportion de candidats admis à l'école est de 0,24. Je rappelle, c'est écrit ici. La proportion de candidats admis à l'école est de 0,24. Donc ça veut dire que la probabilité, quand je prends un candidat au hasard, eh bien qu'il soit admis à l'école, elle est de 0,24. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore exploité, c'est que P de A vaut 0,24. Et là, je me dis, mais bien sûr, ça veut dire que quand j'additionne la probabilité de D inter A avec la probabilité de D bar inter A, ça doit faire 0,24. Et comme je sais que la probabilité de D bar inter A, c'est 0,06, eh bien je sais que la probabilité de cette branche ici, ça va être P de A moins la probabilité de celle-là. Et ça s'appelle la formule des probabilités totales. Pour l'utiliser, il faut préciser que eh bien, D et D bar est une partition de l'univers. Donc D, l'ensemble formé des ensembles D et D bar, est une partition de l'univers. Alors une partition de l'univers, c'est quoi? C'est un ensemble avec des ensembles comme ça, tel que quand on réunit les deux ensembles, eh bien, il y a toutes les issues possibles et que l'intersection des deux ensembles est vide. C'est-à-dire que quand on réunit ces deux ensembles, on a tout l'univers, mais qu'en même temps, il n'y a personne qui appartient aux deux ensembles à la fois dans l'univers. Donc c'est ce qui justifie que pour connaître la probabilité de A, je peux aller chercher les A dans D, les A dans D bar, qu'il n'y aura pas A dans un autre ensemble, et qu'en allant chercher A dans D et A dans D bar, il n'y a personne que j'aurais compté deux fois, puisque leur intersection est vide. Donc, d'après la formule des probabilités totales, eh bien, je peux dire que P de A, c'est P de D inter A plus P de D bar inter A. Donc, ça veut dire que P de D bar inter A, c'est P de A moins P de D inter A. Donc, P de D bar inter A, je peux dire que c'est égal à P de A moins P de D inter A. Je vais donc calculer ça. P de A, l'énoncé m'a dit que c'était 0,24. Et P de D inter A, je l'ai calculé dans la question précédente, c'est 0,06. Donc finalement, c'est égal à 0,18. Voilà la probabilité de ne pas avoir été sélectionné sur dossier et d'avoir été admis du coup à la deuxième phase. Ça nous amène à la question 3B. Le directeur de l'école annonce que 30% des candidats non sélectionnés sur dossier sont admis. A-t-il raison? Et si ce n'est pas le cas, il faut corriger la proportion annoncée. Donc, le directeur a annoncé que 30% des candidats qui n'avaient pas été sélectionnés sur dossier étaient admis. Donc, lui, il nous a annoncé qu'ici, on devait avoir 30%, 0,3. Donc, on nous dit, est-ce qu'il a raison ou pas? Alors, deux méthodes pour savoir s'il a raison ou pas. Soit je dis, je vais supposer qu'il y a 30% et donc je vais calculer la probabilité de D bar inter A pour voir si ça fait bien comme dans la question 3A, c'est-à-dire 0,18. Et je vais me rendre compte que non. Soit directement, je cherche ce qui est censé être sur cette branche ici. Donc, en fait, je peux tout simplement chercher la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement D bar était réalisé. Donc, sachant D bar, eh bien, quelle est la probabilité de l'événement A? Si j'applique mon cours, c'est la probabilité du coup de la branche entière, donc de D bar inter A, que je dois diviser par 0,9, c'est-à-dire la probabilité de D bar. Voilà. Effectivement, si ça fois ça donne la probabilité de la branche tout entière, la probabilité de la branche tout entière divisée par ça me redonne ce qui vient ici. Donc, la branche tout entière, P de D bar inter A, c'était 0,18 que je vais diviser par 0,9 et donc ça nous donne 0,2. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce qui vient sur cette branche-là comme probabilité,
c'est 0,2. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas 30% des candidats qui n'avaient pas été sélectionnés sur dossier qui sont admis, mais il n'y en a que 20%. Donc on va corriger la phrase du directeur. Donc 30% des candidats non sélectionnés sur dossier sont admis. Et donc on nous a dit qu'on pouvait compléter l'arbre au fur et à mesure de l'exercice. J'ai donc 0,3 ici et 0,7 ici. Voilà pour cette question 3b. On passe à la dernière question de cet exercice 1. Dans cette dernière question, on nous dit on choisit au hasard un candidat admis à l'école. Quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné? À nouveau, ça va être une probabilité conditionnelle puisqu'on sait que le candidat a été admis à l'école. Donc ça va être sachant A, sachant que l'événement A est réalisé, quelle est la probabilité de l'événement D bar? Donc sachant A, quelle est la probabilité de l'événement D bar? À ne pas confondre avec ce qu'on vient de calculer ici, qui était la probabilité de A sachant D bar. Là, c'est parmi les admis, quelle est la proportion ici de gens qui n'ont pas été sélectionnés sur les dossiers. Donc, à nouveau, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité ici qui doit conditionner. Donc, sur P de A. P de D bar inter A, ben c'est toujours la même chose, hein, le fameux 0,18 de la question 3A. Donc 0,18 divisé par 0,24. Ce qui fait 0,75. Voilà, alors une petite phrase de conclusion est la bienvenue, du genre la probabilité, sachant que le candidat est admis à l'école, la probabilité qu'il n'ait pas été sélectionné sur dossier est de 0,75. On passe à l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, on nous dit voilà, il y a une urne qui contient des jetons de deux formes, soit la forme est triangulaire, soit elle est carrée. Chaque jeton est d'une des trois couleurs, rouge, vert ou bleu. Les jetons sont indiscernables au toucher. Le tableau ci-dessous indique les effectifs des jetons dans l'urne. Voilà, il y a des rouges triangulaires, il y a des verts carrés, etc., etc. On choisit un jeton au hasard, on note les événements suivants. R, c'est le jeton est rouge, V, c'est vert, B, c'est bleu, C, c'est carré. Calculer la probabilité de l'événement C, sachant l'événement B, sachant que l'événement B est réalisé. Alors, sachant que l'événement B est réalisé, ça veut dire que devant moi, j'ai un jeton qui est bleu. Quelle est la probabilité qu'il soit carré? Il faut donc que je regarde la proportion de jetons bleus et carrés. Donc là, il y en a 45 dans les jetons bleus, puisque je sais que les jetons sont bleus. Donc ça va me donner 45 sur 252. Donc je répète, la probabilité de choisir un jeton carré sachant que le jeton est bleu, eh bien c'est égal à la proportion de jetons carrés parmi les jetons bleus. Donc je regarde le nombre de jetons carrés et bleus, donc le nombre de jetons carrés parmi les jetons bleus, il y en a 45 sur le nombre de jetons bleus, c'était 252. Donc ça fait 5 sur 28. Ce qui vaut environ, donc on m'a demandé d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, donc 0,179, puisque c'est un 8 suivi d'un 5. Alors, j'ai dit, on m'a demandé d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, ce n'était pas précisé ici, hein, mais dans le sujet que vous aurez en lien, je vais venir le préciser à la suite de la question ici. Deuxième question, les événements V et C sont-ils indépendants? Alors, pour revenir rapidement sur la notion d'indépendance, deux événements A et B sont indépendants de manière générale hein, et de manière assez intuitive. Si le fait que l'événement A soit réalisé, eh bien, ne modifie pas la probabilité que B soit réalisé. C'est-à-dire que la probabilité que B se réalise, sachant que A est réalisé, finalement, c'est tout simplement égal à la probabilité que B se réalise, c'est-à-dire que A n'a rien à voir là-dedans. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ici, ça voudrait dire, si on a ça, P de B sachant A, comme par définition, c'est P de A inter B divisé par P de A, ça voudrait dire que
P de A inter B divisé par B de A, ça doit être P de B. Et donc, si je multiplie par P de A, ça veut dire que P de A inter B eh bien, est égal à P de A fois P de B. Voilà, donc la définition de deux événements indépendants, A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'intersection de A et de B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc ce qu'on va faire pour montrer que deux événements sont indépendants ou non, c'est on va calculer ça d'un côté, on va calculer ça d'un autre côté. S'il y a égalité, on dira qu'il y a indépendance, et s'il n'y a pas égalité, on dira qu'il n'y a pas indépendance. Donc moi, on me parlait des événements V et C, c'est-à-dire tirer un jeton qui aurait une forme carrée et tirer un jeton qui serait vert. Donc je vais m'intéresser dans un premier temps à la probabilité de V inter C, à ce côté-là. Alors, quand je m'intéresse à la probabilité de V inter C, donc je vais m'intéresser à la proportion dans l'urne, puisqu'ici ce n'est pas conditionné, de jetons qui sont à la fois verts et carrés. Les jetons verts et carrés, il y en a 48. Par rapport, vu que je veux la proportion dans l'urne totale, complète, donc ça va faire 48 sur les 570. Donc ici, la probabilité de choisir un jeton vert et carré, eh bien, j'ai 48 chances sur 570. Ce qui fait 8 sur 95. Alors, ne mettez pas de valeur arrondie. Là, on dirait que j'ai mis arrondi, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est égal, c'est une valeur exacte. Ne mettez pas de valeur arrondie, ça ne sert à rien parce qu'on ne veut pas que ça soit à peu près égal à ça. On veut vraiment que ce soit une vraie égalité, donc il nous faut des valeurs exactes. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la probabilité de V fois la probabilité de C. Alors pour connaître la probabilité de V, eh bien c'est la probabilité de choisir un jeton vert, elle est égale à la proportion de jetons verts qu'il y a dans l'urne. Donc je vais regarder le nombre de jetons verts dans l'urne. Il y en a 228 et il y avait 570 jetons dans l'urne. Donc la proportion de jetons verts dans l'urne, c'est 228 sur 570. Ce qui veut dire que la probabilité que j'ai de choisir un jeton vert, elle est de 228 sur 570. Et ça vaut 2/5. Voilà. Vous pouvez aussi écrire 0,4, ça vous fait plaisir, hein, c'est le même nombre. Là, il ne s'agit pas d'une valeur arrondie, donc voilà. Donc là, j'ai P de V. Maintenant, je voudrais P de C pour connaître eh bien, le deuxième ici. Donc P de C, la probabilité de choisir un jeton carré, eh bien en fait ça correspond à la proportion de jetons carrés qu'il y avait dans l'urne. La proportion de jetons carrés qu'il y avait dans l'urne, eh bien il y avait 120 jetons carrés sur les 570. Donc la probabilité d'en prendre un, eh bien c'est 120 sur 570. Donc 120 sur 570. Ce qui fait 4 sur 19. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir que je multiplie ces deux nombres entre eux pour savoir si ça donne ou pas P de V inter C. Donc P de V vaut ça et P de C vaut ça. Donc ça veut dire que P de V fois P de C, c'est égal à 2/5 fois 4/19. Et on prend sa calculatrice pour faire ce petit calcul. Et on se rend compte qu'on tombe bien sur 8 sur 95, ce qui est la même chose que là-bas. Donc ça veut dire que l'événement tirer un jeton vert et l'événement tirer un jeton carré sont des événements indépendants. Alors on va donc le dire, on va dire donc eh bien, P de V inter C est bien égal à P de V fois P de C, et donc V et C sont indépendants. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pourquoi c'est indépendant? Parce que le fait que
l'événement on a choisi un jeton carré, eh bien n'influence pas sur la probabilité de prendre un jeton vert. Donc en fait, c'est lié au fait que la proportion de jetons verts à l'intérieur des jetons carrés, donc il y en a 48 sur 120, eh bien c'est pareil que la proportion de jetons verts dans l'urne. Donc le fait qu'on ait choisi un jeton carré ne change pas la probabilité de choisir un jeton vert, puisqu'en fait ça n'a pas changé la proportion de jetons verts. Donc je répète, il y a la même proportion de jetons verts dans les jetons carrés que dans l'urne. Donc c'est ça qui amène à l'indépendance dans cet exercice. Voilà comment on peut l'expliquer. On passe au troisième exercice. Alors l'exercice 3, on considère la suite U définie par U0 égale 2 et pour tout entier naturel n par UN plus 1 est égal à 2UN plus 1 divisé par UN plus 2. On note V, la suite définie pour tout entier naturel n par Vn en fait est définie en fonction de Un. Montrer que la suite V est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique de manière générale, il faut calculer Vn plus 1, ou plutôt il faut essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn et réussir à arriver à montrer que par exemple c'est 3 fois Vn ou 4 fois Vn ou 5 fois Vn. Bref, que c'est Vn multiplié par un nombre et le nombre sera la raison. Alors, donc, je vais partir de Vn plus 1. Pour partir de Vn plus 1, je suis obligé de reprendre mon énoncé et d'utiliser la seule chose que je connais sur la suite V, c'est que pour tout n, Vn, c'est toujours le terme de la suite de même rang, c'est Vn, c'est le terme de la suite U de même rang, à qui on retire 1, divisé par 2 fois le terme de la suite U de même rang, à qui on rajoute 2. Donc, pour Vn plus 1, je remplace les n par des n plus 1. Je vais donc avoir Un plus 1 moins 1, divisé par 2 fois Un plus 1 plus 2. Voilà. Et mon but, ça va être d'essayer de retrouver Vn dans tout ça. Là, pour l'instant, je n'ai pas du tout Vn, j'ai U, n plus 1. Donc, j'ai le U qui ne va pas et j'ai l'indice qui ne va pas. Donc, je vais commencer par remplacer Un plus 1 par son expression. Alors, dans l'exercice, vous voyez, Un plus 1 m'a dit que c'était 2Un plus 1 sur Un plus 2. Donc, je remplace, ça donne 2Un plus 1 sur Un plus 2. Donc, moins 1, bien sûr, divisé par 2 fois 2Un plus 1 sur Un plus 2, le tout plus 2. Donc vous voyez, j'ai vraiment pris Un plus 1 là et Un plus 1 là et je les ai remplacés par leurs expressions en fonction de Un. Alors maintenant, là, je commence à avoir des fractions de fractions, c'est pas trop joli. Alors, il y a deux possibilités. Soit je mets tout au même dénominateur ici, dans le but après de dire que ça revient multiplié par l'inverse de la fraction. Soit je me rends compte que la fraction qui est là, elle a comme dénominateur Un plus 2, celle qui est là aussi. Alors je me dis, si je multiplie le numérateur de la fraction et le dénominateur de la fraction, toutes les deux par Un plus 2, ça pourrait me simplifier mes dénominateurs. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire fois ici Un plus 2, et je vais faire pareil au dénominateur. Alors, quel effet ça va avoir? L'effet que ça va avoir, c'est que ici, je vais avoir Un plus 2 fois cette fraction, et comme le dénominateur est égal à ce qu'il y a là, ça va me donner simplement 2Un plus 1. Par contre, le moins 1, lui, va être multiplié par Un plus 2, donc ça va faire moins Un plus 2. Le tout divisé par... Ici, si je multiplie par Un plus 2 ce nombre-là, le dénominateur va être simplifié. Il va me rester 2 fois 2Un plus 1. Et le plus 2 va être multiplié par ça, donc plus 2 fois Un plus 2. Maintenant, il faut juste que je finisse mon calcul. Donc, c'est parti. Ça me donne 2Un moins Un, donc ça va donner Un. Et ici, j'ai 1 moins 2, donc moins 1. Divisé par, ici, je vais avoir 2 fois 2Un, donc ça fait 4Un, plus à nouveau 2Un, donc ça fait 6Un.
Ensuite, j'ai 2 fois 1, donc ça fait 2. Et je vais avoir 2 fois 2 qui fait 4. Donc 2 plus 4, 6. Voilà, donc une fois que j'en suis là, le calcul n'est pas terminé. Je veux essayer de retrouver Vn. Et je vous rappelle que l'énoncé m'avait dit que Vn, c'était égal à Un moins 1 sur 2Un plus 2. Et je me rends compte que là, c'est quasiment ça, sauf qu'au dénominateur, j'ai des 6 au lieu d'avoir des 2. Mais je me dis, oui, mais du coup, si le dénominateur était multiplié par 3, eh bien, ça me donnerait bien la même chose. Donc, en fait, ça, alors je continue, normalement, c'est à la suite, ce que je vais écrire ici. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, si je factorise par 3, ça me donne Un moins 1 divisé par 3 fois 2Un plus 2. Et donc, je me dis qu'en fait, c'est comme si j'avais multiplié par 1 tiers la fraction Un moins 1 sur 2Un moins 2. Et là, du coup, ça, je me rends compte que c'est Vn. Donc, c'est finalement égal à 1 tiers de Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à 1 tiers de Vn. Ce qui veut dire que la suite V, eh bien, elle est géométrique de raison 1 tiers. Alors, on m'a demandé quel était le premier terme. Donc, il va falloir que je le calcule. Pour ça, il faut que je calcule donc V0 qui est égal à, je vais reprendre la définition de la suite V. Et la suite V, on m'avait dit Vn, c'était Un moins 1 sur 2Un moins 2. Donc, V0, c'est U0 moins 1 sur 2U0 moins 2. Et U0, si je reprends l'énoncé, c'est égal à 2. Donc, ça va faire 2 moins 1 sur 2 fois 2 moins 2. Alors 2 moins 1, ça fait 1. Et 2 fois 2, 4, moins 2, 2. Donc V0 est égal à 1 demi. Alors attention, je viens de me rendre compte d'une erreur. Là, quand j'ai calculé V0 sur l'écran juste avant ici, j'ai écrit U0 moins 1 sur 2U0 et j'ai écrit moins 2 alors que c'est plus 2. Donc attention, il faut rectifier. Ce qui va nous donner 2 moins 1 sur 2 fois 2 plus 2, ce qui va faire 1 divisé par 6. Donc V0, c'est 1 sixième et pas 1 demi comme je l'ai marqué sur l'écran juste avant. Donc on peut passer à la question 2 maintenant que ça c'est rectifié. Donc la question 2, c'est une question assez classique. Maintenant qu'on sait que la suite V est géométrique, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n et puis de revenir à la suite U, donc Un en fonction de n. Ça c'est une question qui est un petit peu calculatoire pour la fin et le début c'est du cours. Donc je récite mon cours sur les suites géométriques. Lorsque j'ai une suite, donc c'est question 2, lorsque j'ai une suite V qui est géométrique de raison Q égale 1 tiers et le premier terme V0 égale 1 sixième, je peux écrire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Vn est égal à V0 fois Q puissance, donc fois Q puissance, je vais y arriver, Q puissance n moins 0. Et donc ici, ça donne quoi? V0, c'est 1 sixième. Q, c'est 1 tiers. Donc ça fait 1 sixième fois 1 tiers à la puissance n. Voilà. Donc ça, c'est première partie de ma question. J'ai exprimé Vn en fonction de n. Et désormais, on me demande d'en déduire une expression de Un en fonction de n. Alors, il va falloir que j'inverse la fameuse formule qui reliait Un et Vn. Donc, c'est parti. Donc, je vais dire or pour tout n appartenant à grand N, eh bien, j'ai la formule qui dit que Vn, par définition, c'est Un moins 1 sur 2Un plus 2. Et donc, là, pour l'instant, j'ai Un qui apparaît à deux endroits, donc c'est pas top pour l'isoler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remultiplier par 2Un plus 2, histoire qu'il n'y ait plus de Un au dénominateur. Donc je multiplie des deux côtés par 2Un plus 2, ça va donner 2Un plus 2 fois Vn dans le membre de gauche, dans le membre de droite, ça va juste enlever le dénominateur, donc égal Un moins 1. Maintenant que j'ai ça, pour l'instant j'ai Un ici et Un là, donc je vais essayer de les rassembler. Donc je vais développer ici, ça fait 2Un Vn plus 2Vn égale à Un moins 1.
Je vais tout mettre les UN dans un même membre de l'égalité. Donc ça fait 2UNVN moins UN qui est égal à, je transpose, moins 2VN moins 1. Quand j'en suis là, j'ai encore UN à deux endroits, donc je vais factoriser pour qu'il n'apparaisse plus qu'à un seul endroit dans mon expression, dans mon équation. Donc ça fait UN facteur 2, 2VN moins 1. Si je redéveloppe, je retombe bien sur la ligne précédente. UN fois 2VN, 2UNVN, UN fois moins 1, moins UN, qui est égal à moins 2VN moins 1. Et quand j'en suis là, eh bien, je vais diviser par 2VN moins 1. Alors normalement, je suis censé faire attention à savoir est-ce que Vn ne vaut pas 1/2, ce qui pourrait annuler ici. Bon, Vn, on l'a trouvé ici, on pourrait prouver qu'en réalité, ça ne peut jamais être égal à 1/2 puisque c'est toujours plus petit qu'1/2. Parce que vous avez un sixième qui va être multiplié, enfin dont on va prendre le tiers, puis encore le tiers, puis encore le tiers, puis encore le tiers. Donc, puisque déjà un sixième, c'est plus petit qu'1/2, on peut considérer ici que c'est bien le cas. Donc ça me donne moins 2Vn moins 1 divisé par 2Vn moins 1. Et donc ensuite, on continue à la suite. C'est équivalent à dire que UN est égal à, et je vais remplacer tous les Vn ici par l'expression qui est là, et je considérerai que j'ai terminé. Donc moins 2 fois 1 sixième fois 1 tiers à la puissance n moins 1 divisé par, eh bien, 2 fois 1 sixième fois 1 tiers à la puissance n moins 1. Voilà. Alors, si vous arrêtez là, écoutez, c'est bon, mais sinon, on peut essayer de simplifier un petit peu plus l'écriture. Voilà, si vous voulez ce petit défi, on peut se le lancer. Donc ici, j'ai 2 fois 1 sixième, donc ça fait 1 tiers, donc ça fait moins 1 tiers fois 1 tiers à la puissance n, moins 1, divisé par 2 fois 1 sixième, donc ça fait aussi 1 tiers, fois 1 tiers à la puissance n, moins 1. Et donc ici, eh bien, on se rend compte que eh bien, j'ai 1 tiers fois 1 tiers puissance n. Donc en fait, ça fait 1 tiers puissance n plus 1. Alors je vais continuer ici. Donc ce serait équivalent à dire que UN est égal à moins 1 tiers à la puissance n plus 1, moins 1, sur 1 tiers à la puissance n plus 1, moins 1. Alors, si on veut aller encore plus loin, on peut, ici, quand vous avez un quotient à la puissance n plus 1, ça revient à mettre le numérateur à la puissance n plus 1 et le dénominateur à la puissance n plus 1. Donc, en fait, UN est égal à moins, donc 1 puissance n plus 1, ça va rester 1, divisé par 3 à la puissance n plus 1, moins 1, le tout divisé par 1 puissance n plus 1, donc 1, sur 3 à la puissance n plus 1, moins 1. On n'a toujours pas fini, j'ai les fractions de fractions, etc. Donc, de la même manière que tout à l'heure, souvenez-vous, j'avais multiplié numérateur et dénominateur par une même chose pour simplifier les fractions. Ici, je vois que j'ai 3 puissance n plus 1 dénominateur là aussi. Donc, je peux m'en sortir en disant que c'est équivalent à UN égale, et je multiplie par 3 puissance n plus 1 le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, si je multiplie tout par 3 puissance n plus 1, le premier, ça va revenir à simplifier la fraction. Ça va me donner moins 1. Par contre, le deuxième, ça va faire moins 1 fois 3 puissance n plus 1. Divisé par, pareil au dénominateur, 1 moins 3 puissance n plus 1. Et là, pour le coup, honnêtement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Et je rappelle, on ne peut pas simplifier, puisque ce sont des soustractions ici. Donc, interdiction de simplifier. Voilà pour la fin de cet exercice 3. On passe au 4. Dans l'exercice 4, on me dit soit U, la suite définie pour tout entier naturel n, par
UN est égal, alors non nul n par UN est égal à 4 fois 2 tiers à la puissance n-1 plus 8. Déterminer le sens de variation de la suite U. Alors, pour tout n appartenant à grand N étoile, pour trouver le sens de variation de la suite U, on va utiliser la méthode de la différence entre deux termes qui sont consécutifs. Donc, UN plus 1 moins UN, je veux savoir si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, ça veut dire que UN plus 1 est plus grand qu'UN, et si c'est négatif, c'est UN qui est plus grand qu'UN plus 1. Je vais donc pouvoir connaître le sens de variation de la suite. Alors, pour avoir UN plus 1, je reprends la formule explicite qu'on m'a donnée, donc 4 fois 2 tiers. Par contre, tous les n de la formule sont remplacés par des n plus 1. Donc ça va faire n plus 1 moins 1, puisque dans la formule c'était n moins 1. Donc je remplace n par n plus 1, plus 8. Et à ça, je dois retirer un, qui du coup vaut 4 fois 2 tiers à la puissance n moins 1, plus 8. Alors déjà, première erreur que vous pouvez faire, c'est d'oublier les parenthèses. Et dans ce cas-là, vous allez être rapidement bloqué. Donc ça nous donne 4 fois 2 tiers à la puissance, alors n plus 1 moins 1, ça fait n, plus 8, moins 4 fois 2 tiers à la puissance n moins 1, et donc moins 8. Ici, j'ai les 8 qui s'annulent, et donc il me reste ces deux termes-là, qui ont quand même pas mal de choses en commun, puisque 2 tiers à la puissance n, c'est comme si j'avais 2 tiers à la puissance n-1, donc 1 de moins, qui avait été multiplié une fois de plus par 2 tiers. Donc ça, c'est l'astuce. Donc ça fait 4 fois 2 tiers à la puissance n-1, qui aurait été multiplié par 2 tiers. Ça fait puissance n-1 fois 2 tiers à la puissance 1. Donc ça fait 2 tiers puissance n-1 plus 1, c'est-à-dire la puissance n. Moins 4 fois 2 tiers à la puissance n-1. Je me rends compte que j'ai tout ça en commun que je peux mettre en facteur. Ça me donne donc 4 fois 2 tiers à la puissance n-1 que je mets en facteur. Dans la parenthèse, je me retrouve avec les 2 tiers qui étaient ici, moins 1, pour qu'au moment où je redéveloppe, j'ai ça fois 2 tiers, ça me donne ça, et ça fois moins 1, ça me donne ça. Donc finalement, ça me donne 4 fois 2 tiers à la puissance n-1 multiplié par 2 tiers moins 1. Alors 1 c'est 3 tiers. Donc ça fait 2 tiers moins 3 tiers. Donc ça fait moins 1 tiers. Et donc finalement, si je finis mon calcul, là j'ai pas de puissance, donc je peux les multiplier ensemble. Ça fait moins 4 tiers fois 2 tiers à la puissance n-1. Alors je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est le signe, cette chose-là. Donc il va falloir que je discute du signe de ce qui est ici. Moins 4 tiers, c'est un nombre négatif. 2 tiers, c'est un nombre positif. Un nombre positif, quand vous l'élevez à une puissance, ça reste positif. Donc ça fait un nombre positif fois un nombre négatif, ce sera donc toujours négatif. Alors il va falloir que je rédige ça, il va falloir que j'efface un petit peu au-dessus. Donc normalement c'est à la suite, mais donc j'efface un petit peu au-dessus pour rédiger. Donc je vais dire, or, moins 4 tiers c'est négatif, et pour tout n appartenant à grand N, et bien étoile, et bien 2 tiers à la puissance n-1, c'est positif, car 2 tiers c'est positif. Voilà, strictement positif. Donc finalement, je peux conclure que pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien, j'ai un plus 1 moins un, qui est quelque chose de négatif, puisque j'ai multiplié un nombre négatif par un nombre positif. Donc ça veut dire que c'est un plus 1 qui est plus petit que un. Donc si un plus 1 est plus petit que un, ça veut dire que la suite U est décroissante. Donc U est décroissante. Voilà, et donc ça, c'était au-dessus, donc je peux l'effacer. Voilà pour cet exercice 4. Voilà, on a fini. Alors j'espère que tout s'est bien passé, même le petit exercice un petit peu calculatoire qui est l'exercice 3. Voilà, mais il faut savoir faire ça en fin de première. Allez, entraînez-vous et à bientôt
pour de nouveaux sujets.